Très heureux de vous retrouver et bienvenue dans ce magnifique hôtel de région. Merci d'être venu, d'avoir répondu présent à l'appel et à l'organisation de cette conférence. Je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence, Psychanalyse dans la Cité et Marie-Elisabeth Sanson-Cardenas, et évidemment l'association C'est Clair avec son président Olivier Stava et notre directrice générale Dominique Charmeil. On accueille Marie-Rose Moreau, alors c'est pas rien, donc on est très heureux de la voir ici à Clermont-Ferrand, son fan club clermontois. Je me suis dit, comment parler de ces mineurs, de ces migrants, quel angle? Et il y a une image qui m'est venue, c'est l'image de l'éléphant. L'image de l'éléphant, je me suis dit, je vais vous parler d'un enfant. L'enfant à l'éléphant, c'est un enfant dans un pays, il vit à côté d'un éléphant, et puis ce pays, l'éléphant, c'est la jungle, et puis c'est compliqué, pas forcément de parents, il traverse, il devient migrant. On peut supposer que d'ailleurs qu'en migrant, il imagine que dans le pays où il va arriver, il ira peut-être pourra lire des livres, hein, des livres d'enfants, peut-être bavard, il pourra aussi apprendre à aller à l'école et apprendre que aussi des éléphants ont traversé les Alpes, dans un sens ou dans l'autre, et l'apprendre à l'école, peut-être qu'il se dit ça en devenant grand. Mais lorsqu'il arrive, cet enfant migrant, c'est plus un enfant migrant, mais devient un mineur. Plus un enfant, c'est un mineur. Alors ce mineur, il est non accompagné, il est mineur, il creuse des galeries, et cet enfant, peut-être va-t-il devoir creuser les galeries dans notre société pour peut-être, évidemment, éviter de remonter à la surface et d'être vu, mais quand même il sera identifié, et puis il sera peut-être mis de côté, et ses souffrances ne seront pas forcément, évidemment, accompagnées telles qu'on les connaît. Pourquoi l'éléphant? Parce que, en fait, l'éléphant, j'aurais pu commencer par un enfant qui vit dans un éléphant. Est-ce que vous connaissez un enfant qui vit dans un éléphant? Il vit dans un éléphant, et cet éléphant, c'est d'ailleurs son appartement. Il vit dans un éléphant, cet éléphant, c'est son appartement, et cet éléphant est place de la Bastille. Et cet enfant, il s'appelle Gavroche. Et il nous rappelle, il symbolise tous les enfants orphelins qui, issus de familles, c'est un Thénardier quand même, Gavroche, issus de familles difficiles, de familles de misère, de familles, il se bat en vivant dans cet éléphant, en se cachant. Et l'éléphant, c'est aussi ce que disait Gus Van Sant dans son film Éléphant, c'est tellement ce qu'il y a de présent en face de nous qu'on finit par ne pas le voir et à refuser de le voir. Voyons les enfants, voyons les éléphants, et parlons autour de ces jeunes migrants et de ce qu'on peut faire pour leur santé, évidemment, la santé au sens de l'OMS. Alors pour parler de la santé, de la rencontre, l'accompagnement et soins des enfants et adolescents mineurs non accompagnés, c'est un plaisir, un honneur, un bonheur d'accueillir Marie-Rose Moreau à Clermont-Ferrand, qui vient souvent chez nous. Marie-Rose Moreau est professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, elle est chef du service de la Maison de Solène. Évidemment, vous la connaissez pour ses travaux, ses nombreux ouvrages et ses regards, évidemment, de psychiatrie à la fois transculturelle, où, évidemment, je renvoie à un auteur latino-américain, mais qui est quand même un peu espagnol également, qui est Pablo Neruda, enfin en tout cas, et qui disait que, évidemment, dans un titre de ses ouvrages, c'est évidemment résider sur la terre. Et donc, soignons nos résidents, qu'il y ait des éléphants ou pas. Marie-Rose, tu as la parole. Merci beaucoup encore d'être ici parmi nous. Tu as 1 heure, après on posera des questions, et puis après il y aura une séance de dédicace. Puis après il y a un truc. Merci Marie-Rose. Merci infiniment. Merci infiniment de tes mots, de tes métaphores, de tes références, y compris hispano, à la littérature hispano-parlante. Et donc, oui, chers amis, chers collègues, chers professionnels, chers représentants aussi de différentes institutions, et chers amis surtout, c'est vrai que j'ai un attachement particulier à Clermont-Ferrand. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais c'est vrai que par alliance et par expérience, j'ai beaucoup d'attachement ici. J'ai aussi la chance d'avoir beaucoup de personnes, de travailleurs sociaux, psychiatres, psychologues qui se sont formés d'une manière ou d'une autre à la pédopsie et à la psychiatrie transculturelle avec moi, et c'est pour moi un grand honneur. Donc merci
merci à tous et merci aux MENA qui m'ont dit un certain nombre de choses que je vais vous dire aujourd'hui. J'ai énuméré ici quelques personnes et institutions, j'en ai oublié, hein, bien sûr, Dominique Charmeil pour C'est clair et toute l'association. Je ne sais pas si c'est médecine et psychanalyse, mais bon, voilà, l'association médecine et psychanalyse dans la cité, Marie-Elisabeth Sansten-Cardenas et toi, Georges. Je voulais remercier le réseau, aussi, je remercie des gens par l'intermédiaire d'Hélène Assensi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais avec qui on travaille beaucoup sur ces questions transculturelles. Donc le réseau réussite éducative de la ville de Clermont, pour la formation en particulier un outil que je vais vous montrer, l'ELAL, et à Mohamed Sisseloum. Merci à l'Éducation nationale et en particulier les dispositifs qui accueillent ces MENA, à la consultation transculturelle du service de pédopsychiatrie Clermont et qui fait aussi de la recherche, qui participe activement à la recherche transculturelle que nous faisons en ce moment pour démontrer l'efficacité de ces modalités avec les migrants et leurs enfants. Professeur Lachal, Hélène, Dominique, donc Jonathan que j'ai cité, je vais en oublier, hein, Samine Turbet de Sainte-Marie, Christian Lachal et Claudette, bien sûr. Et puis Hélène m'a proposé de vous dire que sur toutes ces questions, s'il y avait besoin sur les ressources transculturelles à Clermont, on peut la joindre et elle à partir du CMPP et elle diffusera. Alors, j'avais mis cette conférence, moi je l'ai mis, Georges, sous les mots de Chamoiseau, mais qui reprend une idée de Glissant, donc écrivain, poète universel et des Antilles, donc une phrase qu'on trouve d'ailleurs sous différentes formes, c'est pour ça que je n'ai pas mis des guillemets, parce qu'elle apparaît sous différentes formes dans leur œuvre, mais sur ces questions qui nous importent aujourd'hui de mineurs non accompagnés, ce n'est pas tant d'universel ou d'une manière générale, d'ailleurs chaque fois qu'on s'occupe d'enfants, d'adolescents, de familles dans leur diversité, ce n'est pas tant d'universel dont nous avons besoin, hein, on sait qu'on peut se faire la guerre sur ces questions, mais de relations. Comment on construit une relation humaine et une relation professionnelle. C'est pas tant de savoir qu'est-ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce qu'ils n'ont pas, qu'est-ce qui serait spécifique, mais comment on construit une relation avec eux, qui a un sens pour eux, qui a un sens pour nous. Et j'aime beaucoup cette notion, hein, de relation. Alors, comme ils considèrent que c'est un concept philosophique, ils l'écrivent en général avec un grand R, c'est la complexité de la relation, et au fond, c'est de ça dont je vais vous parler, mais aussi de la force et de ce qu'on a à gagner, nous, de faire ce travail-là, pour construire une relation, et après, qu'est-ce qui se passe? Et on devient des personnes, des meilleurs professionnels lorsqu'on fait ce travail de construction de la relation de manière adaptée, mais on devient aussi, même si ça a l'air comme ça un peu pompeux, on devient de meilleurs humains, au sens de, on apprend quelque chose de la relation et de ses enfants. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec eux à Vicenne, qui est dans le nord de Paris, et puis maintenant à la maison de Solène, à l'hôpital Cochin, où effectivement on a développé des dispositifs qui sont des dispositifs généraux pour tous les enfants et tous les adolescents, mais aussi des dispositifs spécifiques, donc une consultation qui leur est dédiée, celle des mineurs non accompagnés, plus des consultations transculturelles et disons des parcours justement pour favoriser à l'intérieur de notre dispositif, qui est un dispositif d'accueil et de soins très général, qui s'adresse à tous les enfants, tous les adolescents, toutes les familles, mais qu'à l'intérieur de ce dispositif, on puisse parfois mieux identifier les besoins de ces mineurs non accompagnés, mieux les identifier et mieux leur permettre d'avoir un accès aux soins, j'allais dire, égal aux autres, parce que c'est encore ce matin, la question m'était posée, est-ce qu'il y a besoin de choses spécifiques pour les mineurs accompagnés? Enfin, oui, mais non. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent avoir accès dans des conditions justes et dans des conditions équitables à des soins qui sont adaptés. Bien sûr, on verra des choses importantes comme
s'ils ne parlent pas le français, si ils ont des représentations sur certaines choses qu'il faut prendre en compte. Oui, oui, ça c'est super important. Mais c'est pour qu'ils aient un accès, disons, le même que les autres aux soins dont ils ont besoin. Et c'est ça la question. Alors, je vais mettre ce travail avec les mineurs non accompagnés sous le chapeau de la position transculturelle, de la clinique transculturelle, qui est ce qui m'anime, hein, mais qu'on peut ensuite appliquer à des choses, à des prises en charge individuelles, des prises en charge groupales, à des prises en charge sociales, éducatives, somatiques aussi, hein, parce que pour les mineurs non accompagnés, moi je suis toujours très très sensible au fait qu'ils ont des grands besoins, qu'on s'occupe de leur corps. Ils ont parfois des maladies chroniques, ils ont des maladies infectieuses, des maladies dermatologiques, des questions infectieuses, dentaires, enfin bon, c'est souvent, ils arrivent avec des corps malmenés, des corps attaqués, des corps qui portent des stigmates. Parmi les mineurs non accompagnés, il y a aussi ceux qui étaient déjà dans la rue avant et qui sont arrivés après. Sauf que quand vous avez vécu dans la rue, il n'y a plus aucune protection dans la rue. Et donc, ces corps qui sont parfois le seul point fixe de ces enfants, c'est le corps. Ce corps, il est quand même très, très touché. Et je crois que pour leur santé, mais aussi symboliquement, pour les accueillir, il faut s'occuper de leur corps. Il faut s'occuper de la même façon qu'on va s'occuper des aspects scolaires, des aspects psychologiques, bien sûr, et psychiatriques, et des aspects éducatifs et tout ça, et sociaux. Mais vraiment, s'occuper de leur corps, c'est comme si c'est pas simplement une parole, c'est une action. On les accueillait vraiment au sens charnel du terme, vous voyez, au sens et pour des enfants pour lesquels tout a changé, pour lesquels ils ont parfois vécu, et beaucoup d'entre eux, des violences absolues, des violences de genre, des violences de toutes sortes. Eh bien, cette idée de vraiment bien s'occuper de leur corps, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace, parce qu'ils en ont besoin, et extrêmement efficace pour l'alliance et pour le travail qu'on va faire avec eux. Un certain nombre de ces enfants, on se précipite sur eux pour qu'ils nous disent la vérité de pourquoi ils ont quitté, et puis quel âge ils ont. Enfin, vous voyez, c'est des choses où il y a beaucoup de soupçons, beaucoup de... en opposition, j'allais dire, à cette attitude, qui est une attitude quand même très forte dans notre société, moi je dirais qu'il faut plutôt s'occuper, les embrasser au sens philosophique du terme et au sens concret du terme, les prendre, enfin, leur permettre de reposer, de consoler ce corps. Hein, et donc la position transculturelle que je vais appliquer aux mineurs non accompagnés, j'ai mis là 2 mots-clés. Bienveillance au sens philosophique du terme, hein, au sens où on le lit chez Derrida, où on le lit chez Ricoeur. C'est la bienveillance au sens philosophique, c'est-à-dire cette a priori que ce sont des enfants, que ce sont des êtres humains et qu'ils ont des besoins et qu'on peut établir une relation. La bienveillance, c'est cet a priori, mais je souligne le fait que c'est... D'ailleurs, des fois, j'hésite à utiliser le mot bienveillance, mais j'aime pas non plus le mot empathie, parce que, comme dirait Christian, ça s'épuise les bons sentiments. Et c'est pas des bons sentiments dont on a besoin, c'est des positions. Et quand il s'agit de bienveillance au niveau philosophique, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire un effort, parce qu'il faut penser l'accueil, il faut penser la manière d'agir, la manière de... Donc c'est plus quelque chose de l'ordre à la fois d'une position, au sens où on l'entend en psychanalyse, une sorte de position intérieure, mais c'est aussi des procédures, des dispositifs, une méthode. Donc c'est très concret en réalité, mais il faut faire des efforts.
fort. C'est d'ailleurs souvent, pour être bienveillant, il faut être collectif, parce que c'est pas tiens, j'ai pitié de lui, ou tiens, celui-là, il semble avoir... Hein, non, c'est quelque chose, voilà, d'une sorte de position a priori et basée sur des méthodes qui vont nous permettre, et on va voir là tout de suite les méthodes, mais qui vont nous permettre d'être dans cette position de la relation dont je parlais tout à l'heure. Et puis, le deuxième, c'est une sorte de dialectique, le deuxième point, c'est la reconnaissance de l'altérité. Voilà, oui, quand même, ils ont des parcours singuliers. Ils ont fait des choses que, vraisemblablement, moi je leur dis parfois, que je n'aurais pas été capable de supporter. Ce qu'ils ont supporté pour arriver chez nous, des confrontations à la violence, à la mort, au rejet, aux discriminations, voilà. Et puis, ils ont une histoire. Leur histoire, elle ne commence pas avec la migration. Ils viennent d'Afghanistan, de Syrie, du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest. Voilà, ils viennent de quelque part, ils ont une histoire, ils ont une famille. Alors, je sais bien que les mineurs non accompagnés, c'est une catégorie juridique, mineurs non accompagnés. Moi, je préfère dire enfants non accompagnés, parce que comme ça remet les choses justement dans l'essentiel. Mais mineurs au sens donc juridique du terme, on les met dans une catégorie. À ce moment-là, d'ailleurs, vous savez aussi bien que moi, on utilise énormément de nos moyens et on met énormément de notre temps à faire la preuve qu'ils sont ou pas mineurs. Alors que parfois ils n'ont pas de papier ou ils n'en ont plus ou ils ne savent même pas exactement quand est-ce qu'ils sont nés. Et puis que les âges osseux, par exemple, sont des dispositifs qui ont un degré d'incertitude tellement grand. Mais bon, ça fait rien, puisqu'on a que ça, on va faire ça. Mais surtout, moi, ce que je trouve compliqué, et ça va contre la position que moi je défends, c'est toute cette énergie que l'on va mettre, et aussi toute cette les moyens, mais aussi tout le monde va faire, enfin, si on n'y prend pas un peu garde, on est tous mis dans la même position. Qu'on soit à l'école, travailleurs sociaux ou thérapeutes, on est quasiment tous mis dans ah oui, est-ce qu'il est mineur ou pas? Non, c'est pas, pour moi, c'est pas pour nous, à la limite, on s'en fout, c'est pas notre question. Mais on est tout. Et puis un autre élément que l'on reverra, c'est ce soupçon de la vérité. Il faudrait avoir la vérité de pourquoi ils ont été obligés de quitter l'Iran, pourquoi ils ont été obligés. Parce que sinon, de toute façon, ils n'auront pas de statut de réfugié, par exemple, quand ils sont majeurs. Et donc ça nous, d'un point de vue institutionnel, ça nous coince dans des positions où on ne peut pas faire chacun notre travail, souvent. Donc il faut faire très attention, parce que c'est de la même façon que, par exemple, quand on dit « Ah bah oui, mais il faut qu'ils apprennent le français, alors à l'école, tant pis, on va essayer le plus vite possible qu'ils aillent dans une classe... comme les autres, et puis dans les soins, oui, il faut qu'ils parlent le français. Alors, on n'est pas tous dans la même position. On est à l'école, on est dans une position, lorsqu'on les soigne, on est dans une autre, lorsqu'on soigne leur corps, dans une autre, etc. Et ça devrait être comme ça. C'est comme ça aussi pour tous les autres enfants. Donc, cette dialectique de bienveillance au sens philosophique et d'altérité. Alors, bien sûr, après, il y a des choses qu'il va falloir faire pour accéder, parce que moi je vous le disais, je ne pense pas que la position transculturelle soit une position facile. Je ne pense pas que pour certains elle soit possible spontanément comme ça, parce qu'ils sont intelligents ou parce qu'ils ont voyagé dans le monde ou parce qu'ils viennent de quelque part. Non, je pense qu'il faut la travailler, il faut la construire, mais que tout le monde peut la construire par contre, mais qu'elle demande un effort. C'est pour ça que ce n'est pas des bons sentiments. Elle demande un effort. Elle demande de la formation, de la supervision. Elle demande du travail collectif. Elle demande d'avoir plusieurs regards, etc. Donc, il y a un certain nombre d'éléments que je vais citer rapidement ici. Il y en a qui les connaissent très bien. C'est ceux de toute position transculturelle. Le décentrage, comment on va se décentrer par rapport... Alors, le décentrage, c'est pas que l'autre est le centre de la
le centre c'est l'autre, c'est il y a plusieurs centres dans la relation. Mais justement, il y a une relation. Et il y a plusieurs centres. Et c'est en jouant et en reconnaissant qu'il y a plusieurs centres, et en jouant qu'on établit cette relation. Donc le décentrage, ce n'est pas de dire que le centre c'est chez l'autre, mais de dire que je reconnais les différents centres qui existent dans cette relation. Le complémentarisme, oui, ben là, c'est ce que j'aurais pu mettre aussi, c'est l'humilité culturelle. Le complémentarisme, c'est l'idée que j'ai besoin, moi je suis pédopsychiatre, je suis psychologue, je suis éducateur, etc., je suis enseignant, mais pour ces situations, alors là on prend les nanas qui viennent d'ailleurs, hein, ça peut être d'autres, j'ai besoin de comprendre d'autres logiques qui sont des logiques que l'anthropologie, que la linguistique, que l'histoire peut me donner, par exemple. Alors vous allez me dire, ah, c'est dur, c'est déjà super dur d'être un bon professionnel, et puis là, tout d'un coup, il va falloir aussi apprendre des choses d'une autre discipline. C'est vrai, mais là aussi, c'est une position, c'est-à-dire que même si je ne sais pas exactement ce qui est en jeu, si, je sais pas moi, si un mineur non accompagné que je vais appeler Ali, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps et qui est arrivé à ma consultation, bon, au début il disait qu'il avait mal au ventre, et puis c'était une douleur qui ne cédait pas, qui ne cédait à rien, donc ils ont fini par me l'envoyer à la consultation transculturelle parce que quand même il avait des attitudes bizarres. Puis arrivé dans un lieu où on peut parler, il me dit, on m'a dit qu'ici on pouvait parler des vraies choses. Donc je vais vous dire la vraie chose, c'est que j'ai la même maladie que ma mère. Ma mère, elle parle aux esprits et puis ça lui fait mal au ventre. Et moi, c'est pareil. Et je ne sais pas pourquoi, ça a commencé quand j'ai traversé la Méditerranée. Bon, on voyait bien que là, ce qui se passait dans cette histoire, c'était que la séparation, enfin, ou la réalité de la séparation devenue effective par le fait d'avoir traversé la Méditerranée, c'est devenu insupportable pour lui, hein, ce manque, c'était un petit, hein, il a quitté sa mère, il avait à peine 14 ans. Et donc, mais il a quitté, bon, parce qu'il était dans une zone du Sahel où il se passait des choses très très violentes. Et donc, il a quitté, soi-disant, pour le sauver, mais il n'était pas prêt. Je dis soi-disant, parce que sa mère, je pense qu'elle vivait comme ça. Mais lui, il n'était pas du tout prêt. Et donc, quand il parle de cette douleur au ventre, bien sûr, il faut d'abord vérifier s'il n'a pas quelque chose, mais en l'occurrence, là, ce qu'il s'est mis à raconter, c'était son dialogue culturel, j'allais dire, avec l'invisible. C'était le fait que c'était tellement insupportable, c'était tellement profond, c'était tellement impensable, irreprésentable, et puis en plus, il se trouve que sa mère avait cette manière, elle aussi, de dialoguer. Et donc, du coup, il a commencé, alors il me disait, c'est bizarre parce que je croyais que c'était réservé aux filles. Ça c'est encore bon, mais ça rentrait. Je croyais que c'était réservé aux filles, mais moi je constate que. Et donc il dit, d'ailleurs, quand je m'adresse, il dit par exemple, quand je m'adresse d'une certaine manière à Jean, c'est un esprit, eh bien ça se calme, ça se calme. Et puis pendant la période du Ramadan, ça se calme aussi. Donc vous voyez, il y avait des versions, enfin des dimensions très culturelles. Non mais ça c'est très difficile à comprendre si on ne se dit pas que cette logique de s'adresser au monde invisible, elle existe. Nous aussi, on en a, hein, mais elles ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on en a aussi. Mais voilà, du monde dans lequel il vient, on appelle ça les djinns, c'est ritualisé, c'est utilisé comme une ressource. Bon, et c'est quelque chose de très fort et de très important. Et il n'y a rien de difficile à comprendre dans ce dialogue avec l'invisible. En plus, c'est, j'allais dire, universel, c'est tellement fréquent. Partout où il y a des formes de dialogue avec ceux qui sont morts ou avec ceux que je ne vois pas. Ou même avec ceux dans lesquels je suis séparée de manière prématurée. Donc le complémentarisme, c'est, bon, ben voilà, c'est comment il est en train de me dire un truc. Bon, déjà, il faut qu'il me le dise. Hein. Donc il faut que les dispositifs permettent que je dise ces choses-là. Parce que là, par exemple, l'éducatrice qui venait avec le jeune homme,
ventre, on ne comprend rien. Et là, vous le mettez dans un groupe, vous parlez en soninké, et là, tout d'un coup, vous êtes meilleur que nous, quoi. Je dis, bah non, c'est que le dispositif autorise, légitime, mais c'est aussi le fait, c'est aussi ce que l'éducatrice avait dit sur notre dispositif qui a permis que ça se fasse comme ça. Mais évidemment, le dispositif le permet, enfin l'autorise aussi. Mais donc, peut-être que je ne comprends rien au dialogue avec l'invisible, peut-être que ça me paraît philosophiquement, spirituellement, etc., psychiatriquement, hein, mais juste de me dire qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est là où l'anthropologie va m'expliquer quelque chose. Mais moi, le mouvement que je dois faire, c'est le mouvement que j'appelais tout à l'heure de bienveillance et le décentrage, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Et c'est d'autant plus important que ça lui appartient. Et qu'est-ce qui lui reste à ce garçon qui a perdu tout et sa mère en chemin et tout ça? Il lui reste justement ce rapport à ce codage, cette manière sociale et culturelle de dire, et pas seulement de dire, d'expérimenter, parce que lui, il a vraiment mal au ventre et il a vraiment besoin de s'adresser à cet invisible. Donc, le complémentarisme, c'est, même si je ne sais pas, je sais qu'il y a quelque chose à comprendre. Et puis, c'est aussi quelque chose d'accepter un peu, de perdre un peu de pouvoir. C'est pour ça que on appelle ça parfois l'humilité culturelle aussi. C'est je perds un peu de pouvoir parce que je considère que l'autre, il a un savoir sur lui-même qui est super important. Mais ce n'est pas un savoir individuel seulement, c'est aussi un savoir collectif. Et donc, je perds un peu de pouvoir parce que tout d'un coup, ça ne suffit pas. Si moi je dis, il somatise, non seulement ça ne suffit pas, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce que je vais faire ne peut pas être suffisant. Mais par contre, si j'établis une relation avec lui à partir de ses mots, de ses représentations, que par exemple, chez Ali, que je lui permette de se représenter le manque de sa mère, et puis comment on va pouvoir rétablir des liens vrais en téléphonant, mais aussi des liens internes, fantasmatiques et imaginaires. Et d'ailleurs, je ne résiste pas à vous dire la fin de cette thérapie. Donc Ali allait vachement bien, on était super contents et fiers de nous. Et donc je dis à Ali, donc les douleurs avaient disparu, il ne parlait plus, enfin ça lui arrivait mais de manière ritualisée et plus du tout dans son comportement de tous les jours qui posait problème lorsqu'il le faisait. Il avait entrepris une formation de paysagiste, il avait appris le français en un temps, en tout cas suffisamment pour faire sa formation, et très bien. Il adorait les métaphores, et ce qui quand même était un signe déjà de bonne acquisition. Et il aimait bien aussi les traductions, passer de l'une à l'autre, c'est ce qui est un signe aussi de bonne santé psychique, on est capable de passer d'une langue à l'autre, d'une représentation à l'autre. Et puis je lui dis, bon Ali, Ali, on va pouvoir se séparer. N'est-ce pas? Je parlais du groupe, on va pouvoir se séparer puisque tu es guéri, tu fais des grands projets, tu vas bien, tu sais comment les choses s'étaient passées à l'intérieur de toi et comment il faut faire si jamais ça revient, etc. Moi, j'énumère toutes les raisons pour lesquelles on peut se séparer. Et là, il me regarde, et alors qu'il parlait beaucoup en français, beaucoup en soninké, il se met à parler en soninké à l'interprète uniquement en soninké, puis il dit à l'interprète, vous pourriez quand même lui expliquer, c'est quand même une femme intelligente, vous pourriez lui expliquer que si on se sépare là, comme ça, brutalement, il va se repasser la même chose. Je vais de nouveau avoir mal au ventre, et je vais être obligée de reparler au jean, etc. Et il lui dit, dis-lui comment il m'appelait? Il m'a donné un nom, je ne sais pas, il ne m'appelait pas Marie-Rose, mais il avait inventé, il me donnait une fonction. Bon, admettons, dis à la chef, peut-être c'était, dis à la chef que c'est comme après qu'on ait eu une première relation amoureuse avec une fille. Lorsqu'on se réveille le matin, on est content,
mais on se dit que c'est le début seulement, que c'est pas que tout n'est pas fait encore. Donc l'interprète, avec le rouge, tout rouge, il commence à traduire la première partie, mais c'est surtout la deuxième partie qui le faisait rougir. C'est qu'il avait, il avait utilisé une métaphore comme si ce qu'on avait fait tous ensemble, c'était une première nuit d'amour. Et que donc il ne fallait pas arrêter, parce que la relation n'était pas terminée. Ah, j'ai dit à Ali, franchement, tu connais les arguments. Je lui ai dit, mais tu étais devenu, je lui ai dit un truc, il connaissait le mot, je lui ai dit, tu es devenu plus psychanalyste que les psychanalystes, là, enfin, en gros, tu parles du transfert, quoi. Je lui ai dit, mais enfin bon, tu as sûrement raison, si tu penses des choses comme ça, c'est que le temps n'est pas encore venu de se séparer et qu'il faut faire des choses pour se séparer. Donc on a recommencé un bout, une ou deux consultations, puis je suis revenue encore, parce que moi, j'avais vraiment l'impression qu'il avait plus besoin de nous. Et là, il a encore utilisé une deuxième métaphore. Il a dit, vous savez, quand on fait la cuisine, les bonnes sauces, c'est quand il y a plein d'ingrédients très importants et différents. Puis on peut faire plusieurs sauces pour manger. Donc là, moi, j'ai une très très bonne relation avec son éducatrice. J'ai mon éducatrice. J'ai ici... Et puis il avait autre chose, bah oui, sa formation, il adorait sa formation. Donc voilà 3 ingrédients de la sauce, en gros. Mais si tout d'un coup on enlève un ingrédient essentiel de la sauce, bah, la sauce elle devient fade. C'est comme si vous enlevez du piment de la sauce. Bon, on recommence encore un petit peu. Bon, on a recommencé. Mais vous voyez, il avait une sorte de regard sur... pourquoi je vous raconte ça c'était pas... parce que l'image d'Ali m'est venue, mais c'était par rapport au complémentarisme, voilà. C'était que, vous voyez, il faut, si on accepte la logique du symptôme, d'une certaine façon c'est ça, et qu'on la lit, non pas on ne lit pas le fait qu'il parle avec les ancêtres, avec les esprits comme de la pathologie, ça c'est l'anthropologie qui nous l'apprend, mais comme une modalité d'être, une modalité de faire. Ben après, oui, effectivement, on va arriver à de la subjectivité et on va aussi arriver à quelque chose que moi, chez Ali, c'est un des exemples pour moi les plus frappants, mais il y en a plein des Ali hein, comme ça, c'est ce regard sur nous-mêmes et sur le travail qu'on peut faire. Hein. Je me souviens d'une petite chinoise que sa mère avait mis dans un avion avec un aller simple, qui s'est retrouvée dans un foyer à l'enfance et qui voulait tout le temps, elle ne voulait jamais arrêter d'apprendre le français, jamais elle voulait arrêter de travailler. Alors dimanche matin, il fallait aller se promener ou il fallait aller faire du sport et elle trouvait ça ridicule et elle était capable de faire des menaces de suicide si on l'obligeait à aller faire du foot ou du basket. Hein. Donc c'était vraiment... Et bon, elle a fini par être hospitalisée dans le service et je ne comprenais pas pourquoi elle était hospitalisée. Moi, on ne comprenait pas. On l'a hospitalisée parce que, je ne sais pas, on a dû lui dire qu'elle faisait des tentatives de suicide, quoi. Mais en fait, non, ou qu'elle avait des idées suicidaires, mais c'est qu'elle se heurtait à la logique de l'institution qui la protégeait, et c'est elle qui nous a expliqué ça. Quand je lui ai dit, bah, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es avec nous hospitalisée? On est ravis que tu sois là, on est ravis. Mais elle était entourée de 10 adolescents qui avaient fait des TS, de 2 qui étaient maigres comme un. Enfin, elle était entourée d'adolescents qui n'avaient rien en commun avec elle du point de vue, j'allais dire même du point de vue de la souffrance psychique, quoi. Hein. Et je lui dis, mais elle aussi, elle s'en est rendue compte en arrivant à l'hôpital chez nous. Elle était ravie, c'est beau, mais et elle dit, et c'est elle qui nous a expliqué comment elle était en position méta, quoi. Elle disait, mais vous voyez, moi j'ai accepté le prix à payer de me séparer de ma mère, etc. C'était de devenir avocate spécialisée pour défendre la cause des enfants dans le monde. Hein. Donc, rien ne me détournera dans quelque chose évidemment, c'est même pas sublimatoire, c'est presque contraphobique, c'est très fort. Hein. Et puis, c'était tyrannique, elle ne pouvait rien faire d'autre que de travailler en permanence. Quoi, hein. Et donc, le travail que nous faisons de complémentarisme, lorsqu'on met les choses dans différents niveaux, là, on pourrait dire pour la petite chinoise, c'était la trajectoire sociale, et pour Ali, c'était une théorie sur comment
base, elle voulait être avocate pour enfants. Je crois qu'elle va faire du droit, finalement. Mais, ils se métissent et ils viennent aussi, ils ont aussi des idées. Ils ont parfois, on considère que c'est trop. On considère que, voilà, comme ils veulent tous avoir des grands métiers ou des grandes réussites, enfin pas tous, mais un certain nombre, on a le sentiment que c'est pas possible. Mais ils ont des rêves, et puis ils sont parfois très désireux de prendre un certain nombre de choses. Je vous montrerai tout à l'heure la technique des 3 objets. Et dans la technique des 3 objets, donc, où on leur demande d'amener un objet du passé, du présent et du futur, dans le futur, ils mettent souvent des objets emblématiques de la France. Il y en a qui mettent, je sais pas, un béret, la Tour Eiffel. Tour Eiffel, c'est la grande star des objets du futur, mais aussi la baguette de pain, ou la robe de mariée blanche à la française, disons, ou à l'américaine, ce genre de c'est plutôt, ça ressemble à des robes. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, les métissages, c'est métissage de valeurs, métissage de représentation, donc c'est pas... je reste dans ma culture d'origine seulement. Le contre-transfert culturel, c'est la manière dont nous, on va voir ces adolescents avec, dans un sens du rejet, hein, quand on se bat pour ne pas les prendre en charge, ou la fascination lorsque on voit, on les voit comme un groupe, alors que c'est très hétérogène, hein, les mineurs non accompagnés, on va le voir, très très hétérogène, et après il y a des besoins singuliers, au-delà d'une représentation collective de cette trop fameuse catégorie EMENA, il y a des subjectivités, des histoires amoureuses et tout ça. Donc le contre-transfert, il faut qu'on l'élabore, qu'on le reconnaisse, et puis qu'on travaille sur une position médiane. Et puis, j'ai remis là une couche sur la question, c'est pas la vérité qui compte, mais la relation. Donc, il faut que les récits, des fois, ils sont obligés de se raconter des récits, de vendre, de faire circuler des récits pour qu'on les croie. Hein. Et on passe beaucoup de temps aussi devant l'OFPRA et tout ça à faire des récits dans des moments où ils sont parfois pas d'ailleurs en mesure de les faire. Hein. Les dissociations traumatiques, les violences, les persécutions. Bon, donc nous, en tous les cas, nous, les professionnels du soin et de l'éducation, c'est pas tellement cette vérité-là, même si pour le politique, elle va être importante, mais que nous ne soyons pas tous là, parce que pour qu'elle vienne cette vérité, il faut qu'il y ait une relation. C'est la relation qui permettra la vérité, et pas le contraire. Quoi. Bon, qui sont les MENA? Bon, j'ai déjà dit d'abord des enfants. Une situation administrative, j'y reviens pas. Vous la connaissez mieux que moi. Minorité et isolement, donc protection. Grande hétérogénéité, c'est surtout ça que je voudrais dire, et des contextes, des pays et des cultures. Évidemment, ils sont ballottés aussi au gré des guerres, des conflits, des coups de folie mondiaux et régionaux. Donc, il faut être capable, justement, nous, les professionnels, de voir des destins individuels et pas seulement des grands courants. Et puis, j'ai pas recherché les chiffres pour aujourd'hui. Bon, il y a plus de garçons, globalement, que de filles. Mais j'avais mis spécificité des vies de filles, parce que les filles qui font ces trajectoires, peut-être qu'elles payent encore un prix, dans certains cas en tout cas, plus important encore que les garçons. Et donc, il y a différentes, disons, discriminations qui se croisent. Hein, et donc, nous, on fait parfois des dispositifs que pour les filles. En particulier, lorsqu'on propose des dispositifs de groupe, on met jamais les filles et les garçons ensemble. Alors, avec les filles, on arrive assez fréquemment à faire des dispositifs de groupe. Comme ça, elles peuvent s'appuyer aussi les unes sur les autres. Avec les garçons, on a parfois eu des difficultés parce que, mais vous avez peut-être d'autres expériences que moi, parce que parfois, il y a des conflits du pays qui sont latents. Et donc, il faut faire très attention à ne pas... finalement, pour qu'on ait un sentiment, pour faire un groupe de parole qui est
ils font un sentiment de sécurité. Et parfois, on a l'impression que parce qu'ils ont vécu des choses très dures et parce qu'ils ne sont pas encore ici, ils restent avec des logiques ou des craintes de persécution. Et le trauma n'aggrave ça, n'arrange pas ça. Lorsqu'on a été très traumatisé, on a parfois des défenses un peu paranoïaques, quoi, hein, de se sentir menacé par l'autre au sens, pas l'autre qui est très éloigné, mais le narcissisme des petites différences, quoi, celui qui n'est pas très loin de moi et qui, je ne sais pas, par exemple, dans le dernier groupe qu'on a fait, il y avait et c'était avant que ça explose de nouveau, mais il y avait un mineur non accompagné qui venait de Goma, il y en avait un autre qui venait du Rwanda, et bah, on n'a pas pu les mettre ensemble, hein. Il a fallu séparer les groupes, quoi, parce que c'était c'était pas assez sécurisant. Alors là, j'ai mis, vous verrez, un certain nombre de dessins qui sont les dessins que les enfants font dans la consultation EMENA de Sévan Minassian, Fatima Touami et Alia Mesergui dans le service, qui font beaucoup de dessins. Et donc, j'ai mis un certain nombre de... Là, c'est un adolescent du Bangladesh. Bon, donc, il y a avant, hein, c'est ce qu'on vient de voir, d'où ils viennent. Non, pardon, ça, la définition, qui sont-ils? Maintenant, il y a toutes ces sociologies des parcours il y a d'autres auteurs, mais de Tian a beaucoup travaillé là-dessus. Je ne vais pas les passer tous en revue, vous les connaissez sûrement d'ailleurs, mais c'est juste pour dire qu'il y a des grandes différences entre ces enfants. Et que quelqu'un qui est mandaté, ou quelqu'un qui était déjà dans la rue, ou qui était en errance, ou qui vient rejoindre quelqu'un même de la famille éloignée, c'est pas du tout la même chose. Puis il y a ceux qui sont exploités, il y a ceux qui sont oui, exploités au sens de tous les termes du terme. Donc c'est très différent. Et donc ça met les enfants dans des parcours de vie très différents. Donc ça c'est le parcours, et puis après il y a les temps, les 3 temps, on va dire, le passé, le présent, le futur. Bon, les 3 temps que j'ai appelés de l'adversité, parce qu'à chaque fois on se confronte à de l'adversité. Le prémigratoire, donc j'ai fait une faute d'orthographe. Le prémigratoire, avec la fréquence des traumas, des désaffiliations, des deuils parentaux ou de proches. Il y a toujours, c'est très rare qu'on ne retrouve pas des deuils du fait de la guerre ou d'autres choses, mais des deuils, des situations de maltraitance et qu'est-ce que j'ai mis? Pas systématique, je ne sais même pas si là je trouve ma faute, mais je ne sais pas ce que je voulais vous dire avec pas systématique. C'est bon que parfois on ne retrouve pas systématiquement, peut-être, je ne sais plus, mais en tout cas, ce que je voudrais insister, c'est que lorsqu'on va les accueillir et les soigner, il faut prendre en compte cette partie prémigratoire, parce que sinon, c'est comme, non, je vois parfois quand on les envoie en consultation, on commence au voyage, on me raconte le voyage, puis on me dit voilà ce qu'ils présentent maintenant. Mais non, ça ne commence pas au voyage, ça commence avant. Et ça c'est important parce que c'est des enfants avec toutes leurs affiliations nécessaires. Alors j'avais cité 2-3 travaux intéressants sur le prémigratoire, travaux de Doris Bonnet et de Daniel Delanoë. Pourquoi les jeunes d'Afrique subsaharienne partent-ils? Et j'aime bien leur conclusion. Les raisons de leur migration conjuguent, disent ces auteurs, une perte d'affiliation, on aurait pu le mettre au pluriel, mais affiliation générale, appartenance, et une stratégie de désespoir. Hein. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de choses pour pouvoir partir, pour être poussé à partir. Il faut avoir perdu sa place, l'affiliation, et il faut vraiment ne pas avoir beaucoup d'issues. Être dans une stratégie du désespoir, comme l'indique l'expression. Et si vous n'avez pas ça, vous ne partez pas, vous trouvez d'autres solutions. Hein. Donc après, il y a le voyage. Bon, le voyage, là, pour le coup, il est souvent filmé, parlé, etc.
le fait que les traumas sont aussi beaucoup fabriqués par les frontières, par les polices, par la politique. Je dirais que les traumas du voyage sont systématiques, là pour le coup, même si l'adolescent n'en parle pas toujours. Il y en a qui sont honteux, il y en a qui sont dans des stratégies de survie, liées à des stratégies de survie. Et donc, moi, dans mon expérience, et là aussi, quand les éducateurs viennent avec, parce qu'à la consultation MNA, ils sont toujours accompagnés par un éducateur, s'il y en a un, souvent les éducateurs me disent, mais on ne savait pas. Alors qu'ils ont raconté quelque chose qui clôt. On raconte quelque chose comme ça, on ne va pas rentrer dans notre subjectivité, on ne va pas rentrer dans notre intériorité, on ne va pas être obligé de parler de choses qui, par ailleurs, me retraumatisent parfois. Hein. Donc, et là, tout d'un coup, dans un autre dispositif, avec beaucoup plus de liens, avec la langue maternelle, avec des stratégies, des techniques que je vais vous évoquer tout à l'heure rapidement, on se rend compte voilà. Et quand ils se mettent à raconter, des fois, les interprètes ils me disent stop, c'est trop pour moi, s'il vous plaît, à petite dose. Et les ados eux-mêmes peuvent le dire. Ils peuvent dire parfois, je vais le raconter à petite dose parce que je ne suis pas sûre que vous serez capable de supporter ce que je vais vous dire. Hein. Donc, mais ils sont systématiques, franchement. Les deuils, qui parfois sont là sur plusieurs années, et puis voilà, toutes les différentes routes, avec leurs spécificités. On parlait tout à l'heure de ce qui se passe en Libye, c'est particulièrement où il y a des enfants et des filles qui ont été quasiment réduites à l'esclavage. Hein. Donc chaque route a ses spécificités. Elles ne sont pas simples, mais elles ne sont pas simples. Il y en a qui sont encore plus brutales que d'autres, mais elles ont leur spécificité. Et là, c'est vrai que c'est intéressant, tous les travaux collectifs, parce qu'au fond, je dirais que les mineurs non accompagnés, ils peuvent vous raconter des choses si vous savez qu'il y a quelque chose à savoir sur cet aspect-là. Et donc, je racontais aussi tout à l'heure, une fois, je reçois un petit Afghan qui venait d'une région où j'avais travaillé avec Médecins sans frontières. Ce garçon à qui j'ai demandé l'autorisation de raconter son histoire et qui m'a dit « Tu m'appelleras Massoud ». Donc, ce petit Massoud, il venait, sa famille était née à Darchebarchi, qui était une région Hazara du nord de Kaboul, et où on a travaillé avec Médecins sans frontières. Et donc, quand il m'a dit Darchebarchi, mes yeux à moi aussi se sont émerveillés, parce que j'ai beaucoup aimé travailler là. Et je lui dis, je connais, j'ai été chercher dans ma bibliothèque, j'avais quelques photos, j'ai montré une photo, on a ri ensemble, mais à partir du moment où il avait l'idée qu'on pouvait se représenter, alors évidemment ça m'est arrivé qu'une seule fois de pouvoir dire ça, mais bien sûr c'est pas une technique ça, c'est juste une coïncidence, mais le fait que je pouvais me représenter, alors mais ça l'histoire me le permet, l'anthropologie me le permet, aussi la sociologie, me représenter d'où venait sa famille, ce que ça signifiait pour les Hazaras, comment ils ont été persécutés par les Pashtuns, partis en Iran, etc. Et bien tout d'un coup, c'était comme si c'était magique. Quoi. Tout d'un coup, il a raconté l'histoire de sa famille. C'est un garçon qui ne parlait pas. Il était en France depuis, je crois, 1 an et demi et on ne savait absolument rien de lui. Le fait qu'il puisse imaginer qu'on peut se représenter. Donc, dans nos manières de faire, il faut qu'il y ait cette possibilité-là. Et puis, le dernier temps de l'adversité, c'est la vie en Europe. Il faut prouver la minorité. Il y a, dans une revue, il y a des juristes qui avaient écrit là-dessus et qui avaient dit la vie de ces mineurs non accompagnés, c'est pas des vies mineures. J'avais bien aimé le jeu de mots. Mais voilà, la question de la majorité, je ne retiens pas. Les tests osseux. La notion de protection transitoire absolument nécessaire pour qu'il y ait un devenir possible. Et puis après, tout ce qui peut se passer ici, est-ce que je vais pouvoir rester ici? Est-ce que je vais avoir des papiers? Il y a une certaine violence de l'accueil, de vivre dans la rue dans un certain nombre de cas, d'aller à l'hôtel dans d'autres cas, etc.
d'être tout seul, abandonné, alors qu'on est totalement terrorisé, etc., etc., de faire l'objet de discrimination dans la rue, d'expulsion, de brimade, enfin bon. Donc les temps on pourrait dire, vous voyez, et puis il y a bien sûr l'après-coup, c'est-à-dire que on imagine qu'on arrive dans un Eldorado, et c'est d'une certaine façon un Eldorado, mais ça ne se passe pas tout à fait comme au paradis. Et donc, il y a aussi une sorte de... On en rajoute une couche et ça refait mal, on est déçu, on commence à se dire que le prix à payer est vraiment fort. Et c'est comme ça qu'un certain nombre de ceux que nous on voit, le cas typique, c'est qu'ils se posent quelque part et ils se dépriment. Et là, ils commencent à avoir mal partout, ils commencent éventuellement à vouloir mourir ou à ne pas pouvoir apprendre le français, à être dans une position dépressive et dans une position de déception au fond. Bon, je vais aller vite là-dessus parce que tout ça, vous le savez, que cette position de ces mineurs non accompagnés, ni enfants ni adultes, et toutes les questions finalement de tous les adolescents. Ça, c'était une carte postale, je crois que je l'ai mis en grand tout à l'heure, où un mineur non accompagné envoyait ses vœux à Fatima Touami. Et c'est intéressant comment il met sa thérapeute dans une position de seul adulte du monde, d'une certaine façon. Bon, ce travail-là, mais aussi, c'est un travail de tous les adolescents qui traversent plusieurs langues, plusieurs mondes, l'affiliation d'un côté, avec sa complexité, et les affiliations de l'autre, et qui vont se métisser en situation française. Mais se métisser, c'est-à-dire qu'ils restent quand même les enfants de leurs parents et de leur monde. Donc ce travail-là, c'est là où on doit les accompagner, quelle que soit la technique psychothérapie que l'on va mettre en œuvre. Alors je voulais vous parler de quelques outils. J'en ai choisi 3 d'outils transculturels. Le premier, donc, c'est le Web ELAL, donc c'est un ELAL qui est maintenant sur le web, donc vous avez le site là, et qui est un... Donc je sais qu'à Clermont, il y en a une vingtaine qui se sont déjà formés, et je crois qu'il y en a encore 20 qui vont se former. C'est un outil donc, pour évaluer le langage et les parcours langagiers de ces enfants et de ces adolescents. Alors on est en train de faire une forme qui sera plus adaptée au MNA, qui va s'appeler, parce que celui-là est basé sur un outil qu'on avait construit pour les enfants qui s'appelle l'ELAL d'Aïssen, et du coup on en fait un autre pour les MNA qui s'appelle l'ELAL de Solène. Mais dès maintenant on peut utiliser le Web ELAL, c'est gratuit, c'est sur internet, mais il faut un traducteur. Et c'est dans toutes les langues, on peut aussi enregistrer dans la langue du patient et ensuite l'envoyer à un traducteur pour avoir une évaluation. Alors pourquoi c'est si important d'évaluer les enfants et les MNA dans leur langue et dans leurs différentes compétences? C'est parce que souvent on sous-estime leurs compétences. Des adolescents déprimés qui ne parlent pas bien français, qui sont parfois inhibés à cause du trauma, à cause de la sidération. On sous-estime souvent, on pense qu'ils ont des déficits cognitifs. Alors parfois en plus ils n'ont pas été beaucoup à l'école dans leur pays et donc du coup ils n'ont pas ce savoir scolaire que l'on a quand on va à l'école, quelle que soit l'école. Et donc c'est très important de ne pas les sous-estimer, de leur laisser le temps aussi d'aller mieux pour ensuite les évaluer. Donc avec ce Web ELAL, on peut l'utiliser de manière très rigoureuse avec des cotations et tout ça, mais on peut l'utiliser comme une médiation. C'est très symbolique, c'est-à-dire que je vais t'évaluer, je vais t'écouter dans ta langue et je vais écouter tes compétences dans ta langue. Hein. C'est des histoires, des récits, des choses à dire. Donc le Web ELAL, on peut se former, c'est plus facile pour bien l'utiliser, mais on peut aussi l'utiliser comme ça. Et il y a des écoles dans le 18e par exemple qui l'utilisent sans formation, il y en a un qui se forme pour tout le monde, mais en tous les cas, je vous conseille d'aller vous le retrouver facilement sur Internet. Il y a 2 autres techniques. Il y en a une qui n'est pas à nous, mais qu'on a adaptée, que je suis sûre que vous connaissez, qui est le test. C'est qu'on demande aux enfants, comme ils sont très traumatisés, ils ont une désorganisation de leur représentation du temps et de la narrativité. Donc si vous leur demandez de vous
mettre le passé, le présent, le futur sur un dessin. Ils sont capables de vous mettre le futur là où nous on mettrait le passé, et pas seulement parce qu'ils écrivent dans un sens ou dans l'autre, mais parce qu'il y a une désynchronisation du temps. Surtout qu'il y a eu les traumas qui marquent des ruptures. Et donc, bon, c'est les Canadiens qui ont imaginé, nous on l'a adapté, vous le trouverez un peu facilement dans nos écrits aussi, des adaptations pour faire cette... Ou alors, par exemple, on sépare en trois une feuille et puis on fait dessiner le passé, le présent, le futur. Mais c'est extrêmement intéressant parce que pour 50 d'entre eux, pris au hasard, les 50 suivants qui allaient venir, on a fait passer le circle test à l'arrivée avec l'éducateur et on l'a fait passer à la fin de la prise en charge. Même si c'était une seule séance, si on avait une, si on avait 10, à la fin, on faisait passer le circle test. Et c'est incroyable, dans plus de 90% des cas, entre le premier circle test et le dernier, il y avait une modification substantielle. C'est-à-dire qu'à la fin, on était dans une représentation du temps passé, présent, futur. Et sauf que pour la majorité d'entre eux, ce n'était pas le cas au début. Donc c'est vraiment cette question. Et c'est pas rien, hein, parce que tout ce que nous on fait, même lorsqu'on lui donne rendez-vous et tout ça, la question du temps, aujourd'hui, hier, demain, ben, c'est pas une chose facile lorsqu'on a été très traumatisé. Donc le circle. Et puis alors moi, il y a une technique, celle-là, c'est nous qui l'avons inventée. Moi, j'aime beaucoup cette technique. C'est une technique de narrativité. On l'a quand même imaginée, sans doute à partir de quelqu'un d'autre, je ne sais plus, mais en tout cas, on l'a conceptualisée puis on l'a évaluée. Très facile à faire, tout le monde peut le faire. C'est que lorsque vous avez le sentiment que les mots ne sont pas faciles ou quand ils sont douloureux, ou quand ça retraumatise et tout ça, on peut utiliser des techniques de médiation. On peut utiliser n'importe quoi, le dessin, la musique, et tout. Mais il y a cette technique-là, assez simple, c'est que vous dites à l'adolescent, alors qu'il comprenne ce qu'on lui dit, donc dans sa langue si besoin, tu me ramènes un objet que tu considérais être un objet du passé, un objet d'aujourd'hui et un objet de demain. Soit tu trouves l'objet, tu nous amènes l'objet, mais sinon tu le dessines ou alors tu le découpes, et le découpes souvent dans des revues. Hein. Et donc voilà, alors je vous raconte quand même pour la petite histoire, la première fois qu'on a demandé ça, c'était une petite qui avait été abandonnée par sa mère avec un faux passeport à l'aéroport de Roissy. Elle venait du Cameroun, et donc elle est devenue mineure non accompagnée à l'aéroport. Et elle avait 14 ans, peu importe pourquoi sa mère a fait ça, mais cette petite, je lui ai dit, ramène-moi un objet du passé, du présent. Je lui ai dit, oh, elle a dit, oh, quelle bonne idée, comme si c'est... Et j'ai dit, c'est marrant parce que c'est une sorte d'évidence pour elle. Et puis, alors, tout de suite, elle savait ce qu'elle allait... Alors, elle m'a amené pour le passé une bretelle de soutien-gorge, pour le présent, une baguette de pain. Et pour le futur, une robe de mariée qu'elle avait dessinée. La moitié était blanche et l'autre moitié était en pagne, en wax. Donc elle avait dessiné la robe de mariée. Robe de mariée qui était un grand classique. Alors pourquoi la bretelle Alors donc on a raconté pourquoi la bretelle de soutien-gorge. Eh bien la bretelle de soutien-gorge parce que c'est la seule chose qui me restait. En fait sa mère est venue la prendre à la sortie de l'école. Elle était élevée par sa grand-mère. Et ce jour-là, elle avait piqué un soutien-gorge à sa grand-mère parce qu'elle jouait à la grande. Et donc, elle est partie avec son sac de classe et donc le soutien-gorge de la grand-mère. Et ce soutien-gorge, ça a été son doudou, quoi, dans tous ses foyers. Et donc, il ne lui restait plus que la bretelle, mais la bretelle, elle l'a amenée. Donc, on a raconté autrement son histoire de comment Et puis, vous voyez, ce qui est intéressant dans ces objets investis, c'est qu'elle a raconté l'histoire à partir de quelque chose de bon. Parce que quand elle amène cette bretelle de soutien-gorge, c'est une ressource, c'est une figure d'attachement. Vous voyez, c'est quelque chose... Et évidemment, qu'est-ce qu'elle a dit que je ressemblais à sa grand-mère. Alors, bref, elle me prend pour une grand-mère, mais bon, je suis contente de ressembler à sa grand-mère. Et je lui dis, ah oui, je suis donc noire comme ta grand-mère. Elle a dit, oui, vous êtes noire sous la peau. Donc, vous voyez que c'est vraiment aussi très transférentiel, évidemment. C'est qui lui demande. Deuxièmement, la baguette de pain, parce qu'elle voulait elle était en formation de boulangère à ce moment-là. Donc c'était ce qui représentait à la fois mourir, puis la France et tout ça. Et donc on a raconté ces objectifs d'aujourd'hui.
et puis ses rêves de demain, la robe métissée. Je lui dis non, c'est une robe stylisée, c'est une robe. Elle a dit oui, oui. D'ailleurs, après être boulangère, peut-être que je dessinerai des robes. Hein, donc, vous voyez comment tous ces éléments-là, ce sont aussi des ressources. Hein, c'est des ressources. Cette technique, c'est une technique qui est une technique très engagée dans la relation. On revient à la notion de relation. Bon, alors, je ne sais pas quel temps. Combien de temps il me reste? C'est juste pour savoir combien d'histoires je raconte. 5 à 10 minutes. Oui, parfait. Après, j'ai toute une série d'histoires. Bon, celle-là, c'était celle de Dambé, que je ne vais pas vous raconter en détail, celle-là, mais dans cette histoire qui était donc un garçon qui s'est sauvé aussi parce qu'il était coincé. C'est un garçon qui, depuis qu'il était petit, se pensait fille. Dans une société rurale Bambara où il existe de la place pour ces questions de genre, mais c'est une place qui sans doute ne lui convenait pas à lui. C'est une place où on sait qu'il y a toujours existé des filles qui se sentaient garçons, des garçons qui se sentaient filles, et donc il y a toute une série de rituels où les filles vont pouvoir se transformer en garçons et les garçons en filles, etc. Donc je ne dis pas qu'il n'y avait pas de place du tout traditionnellement, mais dans la société telle qu'elle était aujourd'hui, c'était pas facile pour un garçon de se dire fille. Et donc à un moment donné, son père voulait le mettre, il voulait qu'il devienne Sidibé, Talibé. Talibé donc devienne élève d'une école coranique. Et lui se sentait pas. Il disait que dans cette école il n'y a pas de filles. Et lui, comme il se sentait fille, voilà, il sentait que c'était pas quelque chose de bon pour lui. Bon, il a fini par se sauver. Et donc lui, il est parti avec ça. Et il avait un petit air par moments, pas tellement d'ailleurs, pas souvent, mais de temps en temps, il prenait comme ça des manières un peu, comment on dirait, un peu efféminées. Et ça lui a valu, même dans son chemin, des brimades et des discriminations. Et dans cette histoire de Dambé, il y avait ce qui me frappait beaucoup, c'était le fait que lui-même disait je suis obligée constamment de me justifier. Donc il y avait cette notion de soupçon permanent. Sa mère et ses sœurs lui manquaient terriblement. Et donc comment rendre présente la famille? Donc là, on avait pensé, parce qu'on le fait très souvent, passer des coups de fil, faire de la visio, etc. Mais lui, il ne le souhaitait pas. Il disait qu'il ne peut pas rentrer, il ne peut pas reprendre contact avec sa mère et avec ses sœurs tant qu'il n'a pas réussi. Et donc on n'a pas pu. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a imaginé, on a fait du psychodrame. On a rendu la famille présente, et sans doute dans la relation, mais aussi dans le psychodrame. La question de l'incertitude de ce qui allait se passer pour lui, le fait qu'il était, lui aussi croisait plusieurs types de discrimination, de couleur de peau, d'histoire, de genre, ou de transgenre, et quelque chose qu'il vivait très mal, qui était cette injonction à produire un récit de soi cohérent, clair et stable. C'est lui qui disait à peu près ça. Hein. Il était capable de dire à peu près ça. Il disait, entre ce que j'ai raconté quand je suis arrivée et ce que je vous raconte maintenant, ben, c'est plus la même chose. Mais parce que moi-même, je ne vis plus les choses de la même façon. Et il disait, il me disait à moi, à nous, il me disait, expliquez à l'équipe, expliquez aux institutions que c'est pas que je mens, mais c'est que je ressens pas les choses de la même façon. Et puis en plus, il a dit un truc à un moment qui était très touchant. Il a dit, c'est comme si j'ai compris ce que je cherchais en venant ici. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que je venais chercher. C'est mon corps qui m'a transportée. C'est mon corps. Et quand je suis arrivée ici, j'ai compris. Et
dans ce qu'il a compris, même si ça pouvait être encore difficile pour lui, c'est que ici peut-être qu'il y avait plus de tolérance au fait que un garçon puisse se transformer en fille. Et vous voyez, il faisait des petites choses comme ça, il mettait des petits trucs de couleurs comme pour tester, le regard de l'autre. Bon, alors des histoires marquées par l'histoire et l'importance des liens finalement. Donc je vous ai déjà raconté l'histoire de Massoud, celle d'Ali en partie, celle d'Happy Joy. Alors Happy Joy, c'est la petite qui a amené le soutien-gorge. Alors je l'appelle Happy Joy, c'est son vrai prénom, mais elle a souhaité qu'on mette son vrai prénom. Elle a dit, si vous parlez de moi, et merci de parler de moi, mais il faut dire mon vrai prénom. Pourquoi il faut dire mon vrai prénom? Parce que, alors vous voyez, Happy Joy, ça redouble la joie. Hein, parce que elle a l'idée que ce prénom, c'est un prénom qui l'a protégée. Parce qu'elle vit ce qui s'est passé en France, après cette grande douleur d'avoir été arrachée à sa grand-mère, puis abandonnée à l'aéroport parce qu'elle avait un faux passeport. C'est une histoire entre la grand-mère et la mère. Eh bien, la France, ceux qui l'ont accueillie, ils l'ont sauvée. Elle a eu le sentiment d'avoir été sauvée, et de pouvoir faire quelque chose. Et dans ses projets, dès qu'elle aura des papiers, c'est d'aller voir sa grand-mère. Et donc, elle a le sentiment d'avoir été sauvée, ce qui n'est pas toujours le cas pour tous, mais elle, oui. Et elle pense qu'il y a des éléments de son prénom, parce qu'il semblerait que Happy Joy, c'est un prénom qui a été choisi par la grand-mère maternelle, et que donc, on lui avait toujours dit ça. La grand-mère a dit, tu vois, je t'ai choisi le meilleur prénom du monde, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui l'ai imposé à ta mère, etc. Et donc, elle considère que c'est ce prénom qui l'a sauvée, que c'est un prénom que les Français peuvent comprendre et que les Français aiment bien. Elle dit, vous savez, les Français, il y a des prénoms qu'ils n'aiment pas du tout. Et c'est vrai qu'on peut discriminer par les prénoms. Et donc elle s'appelle Happy Joy. Et donc voilà, elle a un destin très particulier. Alors, elle, on pourrait dire que son histoire prémigratoire, il n'y avait pas de trauma dans son histoire prémigratoire. Oui, elle ne voyait pas sa mère, mais elle était entourée par sa grand-mère, par ses cousines. Elle a vécu sans doute une enfance qu'elle idéalise peut-être, mais peu importe. L'important, c'est l'idée qu'on en garde. Et puis, bon, la migration, se retrouver toute seule avec les policiers, puisque la mère a dit je vais aux toilettes, elle s'est sauvée. Et comme le passeport était faux de la petite, voilà, la petite savait pas les coordonnées de sa mère, ni d'ailleurs de sa grand-mère. Donc, elle s'est retrouvée dans un placé. Et donc, du coup, elle, on pourrait dire qu'il n'y avait pas de trauma, il n'y avait pas de difficulté d'attachement, de développement et tout ça avant, rien du tout. L'aéroport, oui, c'était un peu inquiétant, mais sans plus. Elle a tout de suite, je pense qu'elle avait une certaine confiance en elle et en ses capacités de survie. Elle avait, comme dit Winnicott, une bonne confiance fondamentale dans la vie, quoi. Et même le fait que sa mère l'abandonne comme ça à l'aéroport, elle raconte que quand elle a compris que sa mère était partie, alors il paraît que les douaniers, les policiers utilisaient, elle parlait le français aussi, elle parlait plusieurs langues, mais bon, le français assez bien. Elle a vite compris que sa mère s'était sauvée, et pareil que le douanier a essayé de dire on ne bouge pas, on va chercher ta mère, je sais pas quoi. Puis elle a dit non, mais j'ai compris, ma mère est partie. Elle est partie, elle a été rejointe parce qu'elle vivait en Angleterre, ça elle le savait, elle rejoint en Angleterre avec le passeport de la petite qui est en fait le passeport du frère. Enfin, c'est une histoire. Et bon, et donc je dis mais tu sais dans quel pays tu es? Bah oui, je sais que je suis en France, mais la France c'est le pays de la liberté, etc. Enfin, la petite est là. Je pense c'était un abandon, hein, mais elle l'a pas vécu comme quelque chose d'une catastrophe. Et
Et elle a proposé aux policiers de rester avec eux, d'apprendre à faire la police et tout. On a dit non, non, tu vas aller quelque part et tout. Bon, elle raconte qu'après, une fois qu'elle était au foyer, elle a voulu amener des dessins et des bonbons aux policiers. Enfin, vous voyez, c'est pas une identification à l'agresseur, mais c'est en tout cas quelque chose où elle a eu le sentiment que à chaque étape difficile, elle a trouvé des figures. Et alors, elle avait une éducatrice avec qui elle s'entendait à merveille. Et par exemple, elle voulait aller à l'église. Sa grand-mère était très, très croyante. Une église syncrétique du Cameroun, enfin, dans toute l'Afrique et en France. Et donc, par exemple, elle a réussi au foyer où elle était à ce que le dimanche matin, au lieu de faire du foot, elle aille à l'église parce que c'était pour elle un point de protection. Et donc, d'habitude, les enfants n'étaient pas du tout autorisés à le faire. Donc, mais elle a réussi à y aller. Elle a réussi à y aller. Et donc, tout ça pour dire que c'est une petite qui avait un attachement sûrement tellement sécure et qui a vécu finalement pas mal les différentes étapes. Et ça montre aussi l'importance de toutes ces figures d'attachement qui peuvent rejouer le destin. Et donc, elle, c'est plutôt une histoire où la séparation était représentable. Et ça montre d'ailleurs que souvent, si on s'en donne la peine, on doit pouvoir les aider avec un accompagnement social très, très fort, très, très bienveillant et qui respecte. Là, par exemple, il fallait vraiment accepter qu'elle aille à l'église et puis qu'elle en tire des ressources. Et puis ensuite qu'elle développe sa propre histoire. Alors je voulais aussi insister sur le fait dans l'hétérogénéité des MNA qu'il y en a des très très différents. Alors j'ai pris deux exemples. Il y a une fille qui s'appelle Rita Finco en Italie qui a énormément travaillé. Alors en Italie il y en a plus qu'en France de ces enfants. C'est des enfants qui ont été des enfants qui ont été dans les enfants qui ont été dans des écoles coraniques, des madrasas, qui ont été mis là soit parce que leurs parents avaient choisi une éducation religieuse, soit parce qu'ils étaient quasiment abandonnés et que la mosquée les accueillait sous cette forme-là, qui est une forme parfois pas si simple. On a certains qui sont obligés d'aller, ils prient, mais en dehors de la prière, ils sont aussi obligés d'aller demander l'aumône pour pouvoir manger. Donc c'est parfois des choses difficiles, hein. Mais ces talibés, alors il paraît qu'en Italie ils sont très, très souvent accueillis parce que, je ne sais pas, je crois que c'est l'église catholique italienne qui accueille ces enfants, au nom sans doute du monothéisme, enfin au nom de la religion et de l'importance de ces questions. Mais toujours est-il que donc c'est pour ça que Rita les a étudiés, donc essentiellement en Italie. Et bon, ces enfants, ils sont dans des véritables quand même quêtes spirituelles, quoi, hein, et qui n'est pas facile en France d'ailleurs. Hein, une fois que... Donc il y en a qui veulent se séparer de cette expérience talibée parce qu'elle a été violente. Par exemple, il y en a d'autres qui au contraire veulent continuer à prier, à être avec d'autres, et que c'est ça qui les tient comme affiliation. Et c'est pas toujours facile en France. Alors en Italie, ça va l'air plus facile, mais alors ces talibés, voilà, la place qu'ils donnent à ces ex-talibés ou ces talibés, la place qu'ils donnent à la spiritualité est très, très importante. Et puis je voulais aussi parler d'une autre catégorie, mais ça n'épuise pas, hein. C'est les mineurs non accompagnés du Maghreb. Certains d'entre eux donc, sont des enfants des rues, pas tous, hein, il y a aussi mais des enfants qui viennent de leur famille. Mais une partie d'entre eux, alors je ne sais pas en termes épidémiologiques, en tout cas à Paris, il y en a énormément, et la majorité de ceux qui viennent du Maghreb viennent du Maroc ou de la Tunisie. Dans ce cas-là, ils étaient dans les rues de Casa, de Rabat, de Tunis, déjà depuis parfois quelques années. Donc ils avaient l'épreuve de la rue. Dans l'épreuve de la rue, il y a les addictions.
des addictions, j'allais dire, à bas seuil, quoi, des addictions rudimentaires, mais très délabrantes. Et donc, quand ils arrivent ici, ils se posent la question, parfois psychiatrique, parce qu'ils sont parfois dans la rue aussi, parce qu'ils n'ont pas été soignés, ou parce qu'ils ont été maltraités par leur famille. Et donc, du coup, ils ont une histoire pré-migratoire très forte. Ensuite, il y a la migration, et ensuite, il y a le fait que, souvent, ces MNA, mineurs ou majeurs, n'arrivent pas à accepter la vie telle qu'on leur propose dans un foyer, parce que voilà, ils sont dans des problématiques d'avoir été eux-mêmes victimes de violences très fortes. Et au fond, comme disait un des MENA que j'ai rencontré, là, qui était du Maroc, qui me disait, moi, et je l'avais déjà entendu d'ailleurs quand je travaillais avec MSF au Guatemala, moi je casse tout ce que je touche. Il avait l'impression que dès qu'il avait une relation avec quelqu'un, et en particulier avec une fille par exemple dans la rue, par exemple il tabassait la fille, quoi. Et donc il disait, mais je l'ai cassé alors que c'est la seule personne au monde qui m'a un peu embrassée, quoi. Enfin qui m'a donné un peu de tendresse. Et donc voilà, ces problématiques de traumatophilie, et de répétition du trauma, que vous connaissez. La vérité de ce qu'ils ont vécu, c'est pas un objectif, et la problématique survie et liberté de vie. Un accueil sans condition, toutes les discriminations. Alors, je vous montre ça qui était destiné à Fatima Touami. Chère Touami, je vous souhaite une heureuse année 2021, une année remplie de douceur, de bonne santé et du bonheur pour vous et votre famille. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. C'est vrai qu'ils sont très gratifiants. En tout cas, ils sont capables souvent de dire à quelle place ils nous mettent. Bon, les soins, ils sont de toute nature. Moi, je considère que, justement, c'est ce que je disais en introduction, il faut trouver la modalité d'accès aux soins, donc en individuel avec l'éducateur, ou sans parfois, en groupe, transculturel, les évaluations en insistant sur le fait que souvent on sous-estime et qu'on fait des erreurs diagnostiques, en particulier quand ils sont très traumatisés et dissociés, et qu'on confond avec de la psychose, et puis tout ce qu'on peut mettre à leur disposition. Alors je vous invite à aller voir des histoires de mineurs non accompagnés qu'on a publiées à partir du Covid. Donc ça, c'est l'histoire d'Ali et son éducatrice. C'est des vraies histoires qu'on a écrites avec les MENA et qu'on a dessinées avec des grands dessinateurs de BD, et qu'ensuite voilà, on a mis à la disposition de tout le monde. C'est comme si c'était une connaissance, un partage d'histoire. Bon, on peut tout faire avec les MENA, on peut même faire des concerts et de la chorale. Voilà, ça c'est les groupes transculturels, et ça c'est la bibliographie, mais on aura des livres tout à l'heure qu'on pourra partager et signer. Et je vais vous dire merci sur cette diapositive qui est la revue L'Autre, où il y a beaucoup, trois numéros consacrés aux mineurs non accompagnés. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Rose, c'était passionnant. On dit bienveillance inconditionnelle, évidemment, qui pose évidemment cette bienveillance, capacité de bienveillance à l'égard de nos patients qui doit être inconditionnelle, comme ça c'est pas conditionné, au moins il n'y a pas de questions à se poser. Justement les questions, c'est l'heure, si vous avez, je ne sais pas si on peut se servir des petits micros qui sont devant vous pour poser une question, sinon je me ferai... Voilà. Donc, eh bien, si vous avez des questions... Allez-y, parce que sinon je recommence à parler. C'est ça, oui, c'est ça. Alors, moi, j'avais une... au fond, je me disais, moi, je suis du Cantal, et quand je viens à Clermont-Ferrand, j'ai l'impression de faire de la psychiatrie transculturelle, en réalité. Hein. Non, mais je veux dire, c'est que tout psychiatre doit s'inspirer de cette position transculturelle, parce qu'au fond, la culture de l'autre, c'est pas quand même tout à fait la mienne. Et je trouve que c'est un élément de base pour comprendre ce qu'est notre relation à l'autre et la capacité qu'on a à comprendre, se décentrer, la complémentarité, évidemment, l'humilité par rapport à la position de l'autre. On peut rencontrer des gens qui viennent de très loin et parfois des gens qui viennent de pas si loin que ça et pour lesquels ce positionnement me semble essentiel. Oui, alors c'est vrai, mais je suis d'accord, mais j'avais deux
image à propos de ce que tu dis. Peut-être il y a quand même une différence quand on partage globalement des représentations de ce que c'est la souffrance, de ce que c'est Dieu, de ce que c'est non-Dieu, la laïcité, etc., de ce que c'est que le soin, la parole. Bon. Et on peut avoir des différences, y compris dans une même société, mais il y a quand même quelque chose d'une sorte de socle de la relation qui n'a pas besoin d'être explicité, autant, même de temps en temps, oui, mais la plupart du temps, non. Donc du coup, alors que quand quelqu'un vient, d'ailleurs vraiment, du pays Hazara, je suis obligée de l'expliciter le plus souvent. Même si après, avec ce petit garçon, moi, je peux vous dire que j'avais beaucoup de points communs, mais sur le socle de la relation, il y avait quelque chose qui devait être explicité pour... alors il se trouve que là, il y avait du familier dans le sens où on pouvait se représenter tous les deux l'endroit, mais sinon, il y a quand même une différence entre cette représentation collective et puis après plein de variations individuelles. Et une autre petite image un peu drôle, c'est que, enfin drôle pour moi, c'est que pendant plusieurs années, j'ai fait des émissions sur RFI, je ne sais pas comment elle s'appelait cette émission, mais peu importe, c'était une émission, donc je racontais, je prenais une histoire de quelqu'un que, en général, j'avais mis ensemble plusieurs histoires, et puis je la racontais, et puis je disais pourquoi c'était important, par exemple pour Ali, de tenir compte de la manière dont il voyait la relation, des choses comme ça. Donc je prenais plusieurs histoires, jamais je prenais une seule histoire, pour pas qu'on la reconnaisse, puis je les mélangeais. Et puis j'en faisais une histoire un peu paradigmatique, et puis donc après je vais raconter ça. Et donc je faisais ça une fois par semaine, et puis un jour il y a quelqu'un, genre du Cantal, qui téléphone, et qui dit à l'antenne, donc Marie-Rose Moreau, vous avez parlé de mon histoire, vous avez parlé de moi. Ah, je lui dis, ouais, bah, tant mieux si vous êtes reconnu, mais en tout cas, je crois pas parce que je ne vous connais pas. J'ai pas soigné récemment quelqu'un du Cantal à qui j'aurais demandé l'autorisation de raconter son histoire. Mais c'était pas du Cantal, moi je dis ça, c'était du... ça aurait pu. Et puis elle insistait, mais si, je vous assure, c'est moi. D'ailleurs, je veux une consultation avec vous. Et je lui dis, bah, peut-être au Cantal, peut-être Georges Brousse, il pourrait vous recevoir. Et elle me dit, non, mais encore une fois, c'est pas ça, mais elle me dit, non, je veux que ce soit vous, parce que, en gros, parce que vous savez qu'on sait des choses. Mais sauf qu'elle parlait de la culture française, quoi, tu vois. C'est assez drôle qu'elle insistait. C'était à l'antenne, ça faisait un peu bizarre. Mais bien sûr, mais vous voyez quand même la dialectique entre le collectif et l'intime, quand même. Ouais. Question? Oui. J'ai une question un peu naïve. Je rentrais dans vos histoires d'accompagnement et je me demandais si vous aviez développé au fur et à mesure du temps une façon de démarrer les entretiens. Parce que moi, je ne fais pas d'entretien individuel, mais j'ai souvent entendu des psys démarrer en disant qu'est-ce qui vous amène. Et là, je me disais, oh là là, ce serait quand même incongru de commencer l'entretien par qu'est-ce qui vous amène. Non, mais c'est intéressant. Et du coup, je me demandais si vous aviez une façon de démarrer l'entretien qui permet justement. Alors, tout à fait. Alors ça, c'est en transculturel. Je vais vous la raconter tout de suite, mais avant, je vais vous dire qu'à la consultation Emena, en plus de ce que je vais vous raconter sur comment commence la consultation, ils ont inventé, je dis on parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Fatima et Séval. Ils ont inventé, ils le font systématiquement, et quelle que soit l'origine des enfants, parce que nous on fait pour tout le monde pareil, ils font du thé à la menthe. Et donc tout le monde on sert un thé à la menthe à tout le monde, et on commence après avoir bu une gorgée de thé à la menthe. Alors pourquoi, en fait, si c'est Fatima qui a eu cette idée, pourquoi elle a fait ça, c'est qu'on lui redemande, mais je pense que ça a quelque chose à voir avec l'hospitalité concrète, mais c'est aussi que le thé à la menthe, ceux qui ont bu du thé à la menthe savent que ça sent le thé à la menthe, il y a une odeur, sucrée en plus, mais une odeur de menthe, etc. Et que donc ça crée une sorte, ça vous enveloppe dans quelque chose de très concret.
Et donc, même que vous veniez de Russie ou de je ne sais pas où, toujours ça fait un effet, ce terme. Moi, je ne le fais pas dans la consultation transculturelle, mais la consultation MNA, on le fait. Mais sinon, on commence toujours la consultation de la même façon. Et d'ailleurs, moi, je pense que, si je peux me permettre de faire un conseil, je le ferai en dehors même de la consultation. On commence par se présenter. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on ne dit pas pourquoi tu es là, ou comment ça va, ou est-ce que tu vas mieux. Et même la deuxième fois, on fait la même chose. Alors, on ne dit pas toujours les mêmes choses, mais on se représente. Bon, il se trouve que nous, en plus, dans nos consultations, parce qu'elles sont universitaires, parce qu'elles sont en groupe et tout ça, et on a toujours des gens nouveaux quasiment. Donc, en plus, mais on se présente authentiquement. On ne dit pas simplement, tiens, je suis le professeur Moreau, et je suis la chef de service. On dit quelque chose qui va permettre à l'autre d'identifier en tous les cas, ce que moi je suis capable d'apporter à la relation. Voilà, je m'occupe des enfants, ou je m'occupe du bien, je ne dis pas toujours de la même façon, je m'occupe du bien-être des enfants, ou je m'occupe de ce qui fait mal aux enfants, ça dépend, ce que je dis. Et puis, on fait la même chose pour tous ceux qui sont là, l'éducatrice, la psychologue, etc. Et on finit par le patient, figurez-vous, et la personne qui accompagne le patient, parce qu'on a beaucoup d'équipes qui accompagnent, on fait beaucoup de deuxième intention transculturelle. En général, en transculturel, c'est toujours une deuxième intention. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il y ait une première équipe en charge, et c'est parce qu'il y a une difficulté particulière que nous, on va le faire. Hein. Et c'est pareil à Clermont, je sais que Hélène insistait là-dessus, la question de la deuxième intention. Quand c'est possible, en tout cas, il faut faire une deuxième intention, ça marche beaucoup mieux. Et donc, celui qui est là se présente aussi. Mais alors, nous, on ne se présente pas par nos titres, on ne se présente même pas par nos noms, on se présente par nos prénoms. Et c'est marrant parce que des fois, ils traduisent nos prénoms. Moi, ils traduisent Rose dans tous les prénoms, je connais, enfin, j'oublie souvent, mais je sais que Rose, ça peut se dire, évidemment, comme la fleur, dans plein de... Ou alors, il m'appelle Fleur, voilà. Donc, on dit le prénom, même quand c'est le professeur, quand c'est le docteur, quand c'est etc. On dit le prénom et quelque chose de la fonction. Alors des fois, les plus compliqués, c'est les psychologues. Alors qu'est-ce qu'on ne dit pas psychologue, ça n'a pas de sens. Un mineur accompagné, il ne comprend pas. Et le psychiatre non plus d'ailleurs. Hein. Donc il y en a, je crois que c'était Fatima un jour, elle dit, moi je suis spécialiste des choses du dedans. Alors, le meneur de notre compagnie lui dit ah bon? Donc, tu es spécialiste des choses qui ne se voient pas, alors tu peux me dire mon avenir? C'est peut-être pas tout à fait ça, mais c'est quoi? Voilà, les choses qui ne se voient pas, c'est lesquelles? Du passé, du présent, du futur. Lui, il a dit que c'est le futur. Mais alors que la psychologue, elle pensait peut-être le passé. Donc, il faut dire quelque chose. Et alors, ce qui fait que quand vous vous présentez comme ça, le professionnel, alors c'est marrant parce que moi je les connais souvent, ceux qui me les adressent, parce que bon, ça fait 35 ans que je fais la consultation 2 fois par semaine, donc je connais bien le réseau, et donc moi je dis Sabine par exemple, ou Hélène, mais sauf qu'en général elles sont connues par leur nom, docteur Assensi, et donc là aussi il y a toujours, alors Hélène et Sabine ne diraient rien, j'en suis sûre. Mais parfois, les professionnels se sentent comme s'ils étaient dénudés un peu. Mais en fait, c'est parce qu'on est tous au même niveau. Bon, voilà, on va établir une relation, n'est-ce pas? Et puis voilà, on dit quelque chose d'elle. C'est le médecin des corps, ou c'est le médecin des âmes. On dit, il faut trouver une image. Des fois, j'aide, hein, parce que... Et puis, alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand arrive le tour de l'adolescence, c'est le dernier. Alors là, lui, en général, il se présente, il va nous faire sa généalogie, quoi. Il va nous raconter quelque chose qu'il n'a jamais raconté. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et je me rappelle un jour, il y avait alors c'était pas un ménard, mais c'était un monsieur qui était éboueur à la ville de Paris. Et puis, je commence à faire les présentations, et puis il dit, ben, moi, je suis éboueur. Je suis monsieur machin, éboueur à la ville de Paris. Et puis, on finit les présentations.
Et puis là, je lui donne, parce que c'était son tour, mais il avait pris avant, mais je lui redonne à ce moment-là. Et je lui dis, vous, et là il me dit, ah ben, je suis, je sais plus, monsieur Mamadou, transitoirement éboueur à la ville de Paris. Ça avait changé depuis le début, il était transitoirement. Ah, je dis, ah ben oui, transitoirement, donc, il y a quelque chose de plus, n'est-ce pas? Il dit, ben oui, je suis le chef de mon village, et là il commence à raconter l'histoire de son village. On avait changé de monde en 3 minutes. Mais pourquoi? Parce qu'on avait fait des présentations. Et alors, il y a le collectif aussi qui joue beaucoup. Vous dites en entretien individuel, moi je dis, même si on n'a pas la chance comme moi d'avoir des groupes et tout ça, si on est 2 dans le même service à travailler avec ce MENA, et plus celui éventuellement qui l'accompagne, on se met ensemble. Et un groupe c'est 3, normalement, parce que 2 c'est la co-thérapie ou la co-accompagnement. Et disons, même si c'est... Il vaut mieux se mettre ensemble plutôt que de faire l'un derrière l'autre. L'éducateur, puis le psychologue, puis le psychomate, vous voyez. On met tous ensemble et puis on construit la relation, puis après, on peut proposer des projets différenciés. Ouais, je dirais que... Mais on a fait un livre qui s'appelle Guide de psychothérapie transculturelle. C'est un petit livre très didactique sur un protocole de recherche, mais où on a explicité tout ça. On a expliqué tout ça, c'est-à-dire voilà, comment on initie, à notre sens, à partir de ce qu'on a appris, ce type de relation pour que la relation se déroule. Je vais reprendre la parole. J'ai des questions des personnes en visio. Je les remercie. Je prie de nous excuser. Il y a eu des petites coupures son à un moment donné, mais ça a été rétabli. Alors, il y a plusieurs questions avec des réponses courtes. Je te les jette en bouquet, ces questions, très rapidement. J'aimerais savoir, lorsqu'on travaille avec des entreprises et des CFA qui vont accueillir des MNA, est-ce qu'il faut former ces entreprises pour qu'ils prennent en compte la spécificité de ces jeunes? Premièrement, spécificité de ces jeunes, former les intervenants. Une question également sur une psychologue qui travaille dans une maison d'enfants à caractère social et qui dit que l'institution, il y a un problème avec l'alimentation. Tu en as parlé, que c'est un élément très important, la nourriture. Évidemment, les références culturelles à la nourriture et que l'institution n'entend pas forcément les enjeux identitaires et culturels autour de la nourriture et que c'est important et que ça peut poser des questions. Et la dernière question, c'est aussi celle que je m'étais posée, donc j'en profite pour me raccrocher au wagon. C'est sur la question des 3 objets. Alors, il y a une personne qui demande, est-ce que la technique des 3 objets est seulement utilisée pour évaluer la désynchronisation du temps qu'ils peuvent avoir? Point d'interrogation. La question que je me posais, moi, c'est en effet, mais plus du côté du traumatisme. J'ai bien entendu que la petite fille n'était pas traumatisée, les 3 objets, ce qu'elle racontait. C'est vrai que quand on fait référence au traumatisme et que ces jeunes-là, il y a souvent des traumatismes, la temporalité de l'avant, pendant, après, aussi le traumatisme nous renvoie souvent à la temporalité de l'événement, la temporalité du temps qui passe et la temporalité de ma destinée, quoi, la temporalité au sens grec du terme. Je veux dire, il y a un gros travail autour de la temporalité. Comment on peut appréhender ça? Voilà. Je suis désolé, c'est plusieurs questions. Ouais. Oui, mais c'est des questions techniques intéressantes. Je commence par la dernière. Justement, je vous ai présenté deux tests différents. Le circle test sur le passé, présent, futur. Là, c'est vrai que des ados très traumatisés, c'est compliqué. Mais nous, je vous dis, on l'a fait à titre de test et c'est vraiment très... En tout cas, ça représente quelque chose de comment il réordonne la flèche du temps. Mais sinon, dans les 3 objets, à mon avis, c'est une technique de narrativité, la technique des 3 objets. Donc, le temps n'a pas grand-chose à voir. Et si il arrive de temps en temps qu'il y a des ados qui amènent, je me rappelle, il y en a un qui avait amené un petit Coran pour le passé, un petit Coran pour le présent. Bon, bah... Ça, on ne travaille pas sur la temporalité de la même façon à ce moment-là. Oui, on demande mais on demande plutôt des objets pour faire lien et pas pour situer les choses. Donc c'est plutôt vraiment un principe de narrativité. Et donc là, je crois qu'on ne peut pas faire de mal avec ça. L'autre, avec le circle test, on ne sait pas qu'on peut faire du mal, mais ils peuvent être sidérés quand même. Ils peuvent, parce qu'ils font au début d'ailleurs. Voilà, ils ne le font pas. Ils ne présentent pas le présent, passé, le futur. La formation dans les CFA, comment on peut faire ou faut-il le faire? Alors, moi je pense que la formation, ça me paraît pas réaliste. Et puis,
ça voudrait dire qu'il y a une telle spécificité que s'ils ne sont pas formés, ils ne peuvent pas les accueillir. Ça me semble contre-productif comme idée. Mais par contre, peut-être que ces entreprises ou ces CFA puissent, c'est pas de la supervision non plus, mais avoir une discussion, un retour, savoir aussi comment ça fait du bien à ces enfants, ces parcours, ces insertions. Oh, Ali, non, c'est pas Ali, c'est un autre garçon qui non, c'est peut-être Ali aussi d'ailleurs. Bref, un garçon qui est devenu paysagiste. Je me rappelle que le premier patron à qui on a raconté ce que fait Ali maintenant, il était émerveillé, quoi. Mais je crois que, dans ce sens de soutenir ou parfois de répondre, parce qu'ils sont porteurs comme tout le monde de préjugés aussi, donc du coup, mais ce serait plutôt un espace d'échange qu'un espace de formation, je ne crois pas, et je pense que ça serait contre-productif. Et puis la nourriture, enfin l'aspect... Alors la nourriture, moi la nourriture, c'est évidemment une question qui se pose très souvent. Je pense que ce qui compte, c'est la position. C'est-à-dire que le problème, c'est pas qu'il y ait ou pas du porc, parce que c'est ça la question, des choses comme ça, ou alors le ramadan. Mais c'est parce qu'il n'y a pas que les enfants qui ne mangent pas du porc, il y a aussi les enfants végétariens maintenant. Il y a des enfants qui ne mangent pas, je ne sais pas quoi, parce qu'ils sont allergiques à la farine, le gluten, etc. Donc, l'idée, c'est que je ne transforme pas ces questions qui sont effectivement des questions identitaires en motifs de conflit. Donc c'est plutôt une sorte de négociation possible. Après, voilà, par exemple, si vous mettez un repas végétarien, tout le monde peut le manger, s'il y a la possibilité. Donc c'est pas obligé de faire de l'halal, vous n'êtes pas obligé mais c'est pas justement, c'est pas de l'identitaire au sens le même, mais c'est plutôt de l'altérité. Voilà, la nourriture c'est super important et peut-être qu'il faut faire en sorte que les enfants soient plus dans l'adéquation avec soit des cultures familiales, soit des cultures, soit des choix. Il y a des enfants qui ne veulent plus manger de viande, des ados en particulier, etc. Donc moi je dirais plutôt que c'est une position qui ensuite permet de négocier quelque chose, mais pas forcément de faire une sorte de tyrannie du même, qui ne semblerait pas, c'est infini ça, on ne peut pas, après il y avait quelqu'un qui ne va pas manger, je sais pas moi, des pommes de terre, donc c'est pas ça, c'est plutôt face à la diversité. Merci beaucoup Marie-Rose, il faut qu'on termine parce qu'il y a la séance de dédicace après, je propose qu'on applaudisse chaleureusement Merci beaucoup. J'ai entendu Rose dans toutes les langues. Alors ça m'a évoqué un poème de García Lorca, La Rosa, me busca la rosa y móvil por el cielo. Suivez votre étoile. Bonne journée à tous et merci aux internets en ligne. Merci à tous.